Bien, le troisième thème ce soir, ou cet après-midi, c'est la mondialisation. L'avenir de la mondialisation. Alors, pour nous qui sommes altermondialistes, cette question est essentielle et elle se relie complètement au précédent thème, puisque nous pensons que, pour en employant l'expression locale, nous pensons que ce que nous vivons au niveau local est étroitement déterminé par ce qui se passe au niveau international. Évidemment, vous en êtes convaincus. Je ne suis pas sûr que tout le monde en est convaincu parmi nos concitoyens. Il faut les convaincre. C'est une dimension absolument essentielle. Deuxième idée, je pense que vous serez d'accord avec moi pour considérer que la mondialisation a pris un tour nouveau depuis au moins une dizaine d'années. Certains parlent de démondialisation, d'autres parlent d'un nouveau cycle de la mondialisation. En tout cas, il y a eu des éléments de changement tout à fait importants dans les relations internationales depuis ces dernières années. Dans la période antérieure, nous avions une évolution extraordinairement rapide des échanges internationaux, du commerce, des flux financiers. Les multinationales se développaient tous azimuts. Et puis il y a eu la crise financière, qui en fait n'est pas qu'une crise financière, celle de 2008, qui est une crise du capitalisme mondialisé, multidimensionnelle. Tout à l'heure, on parlait des dimensions multimodales de la crise écologique. Eh bien, la crise écologique, en effet, c'est une des dimensions majeures de la crise du capitalisme mondialisé, c'est qui est aussi une crise sociale, une crise politique. Et donc, nous avons à prendre en compte toutes ces dimensions aujourd'hui dans nos réflexions collectives. On s'est aperçu que, par exemple, que les flux commerciaux avaient décru, que leur taux de croissance avait fortement baissé. De même pour les flux financiers. Mais il y a eu des changements de nature plus importante, en tout cas, par rapport à l'évolution de la mondialisation. D'une certaine manière, c'est un mouvement de protectionnisme, de montée, de fermeture des frontières. De frontières non seulement aux marchandises, mais aussi aux migrants. Et donc, nous sommes rentrés dans une ère nouvelle de la mondialisation. En tout cas, c'est ce dont on va parler maintenant. C'est une hypothèse que j'aimais là. Nos amis, tout à l'heure, vont en parler et répondre à cette question, qui fait que nous avons besoin de réfléchir devant ces changements. Et il y a des dangers évidents, puisque nous voyons arriver au pouvoir des gouvernements aux États-Unis, au Brésil, en Hongrie et dans d'autres régions du monde, des gouvernements qui mènent des politiques extraordinairement dangereuses et qui apparaissent presque au même moment. Il y a une sorte de synchronisation dans l'arrivée de ces mouvements, de ces gouvernements populistes, nationalistes, xénophobes. Et donc, ceci pose un vrai problème sur l'avenir de la mondialisation. Et donc, nous, en tant qu'altermondialistes, je pense qu'on a deux questions peut-être à se poser ce soir et que je vais poser à nos deux invités. La première question, quels sont ces éléments de changement ? Jusqu'où vont-ils aller de la mondialisation, des relations internationales, et pas uniquement des relations économiques, des relations politiques, des relations sur le domaine écologique, par exemple au niveau international. Et puis, deuxièmement, nous, altermondialistes, qu'est-ce qu'on fait devant tout cela ? Comment nous nous mobilisons ? Il y avait eu les forums sociaux mondiaux qui avaient critiqué la phase antérieure de la mondialisation avec le multilatéralisme débridé au sens de libre-échange généralisé. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une autre phase. Comment nous organisons-nous ? Quels sont nos objectifs, nos mots d'ordre ? Ceci est une question vraiment très importante. Nous avons besoin de réfléchir ensemble. Et donc, c'est l'objet de cette table ronde, modestement, parce qu'évidemment, en 50 minutes, on ne peut pas aller épuiser tous les sujets, mais on va essayer d'évoquer un certain nombre de pistes de réflexion. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir deux invités qui vont débattre. Alors, Pascal Boniface, que vous devez connaître, entendre sur les ondes de temps en temps, qui est donc directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Je crois, Pascal, tes idées, si on veut les connaître en détail, il faut aller sur YouTube, tu me disais, c'est cela, donc sur les réseaux sociaux. Nous avons ensuite Christophe Aguiton, que vous connaissez, je pense, assez bien, membre d'Attaque de l'ONDAC,
qui est un spécialiste des questions internationales, des mouvements sociaux à l'échelle internationale, qui a écrit il y a peu de temps un livre passionnant sur la gauche au XXIe siècle. Donc voilà, nous avons là deux personnes qui vont tenter de répondre bien sur les changements de la mondialisation. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Quelle doit être notre attitude, notre positionnement face à cette mondialisation-là? Donc, je commence par Pascal. Pascal, d'après toi, qu'est-ce qui a changé et qui aujourd'hui structure cette mondialisation avec ses dangers? Merci, bonjour. Bonjour. Je te repique le micro aussitôt. N'oubliez pas les petits papiers, de poser des questions au fur et à mesure. Je te le rends. Merci. Merci, je suis heureux d'être ici à TAC et de débattre avec Dominique et Christophe. Dominique, c'est un vieux complice de Paris 13 de très longue date. Je suis heureux de le revoir. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que tu disais sur les frontières? C'est que du temps de la guerre froide, les frontières étaient faites pour empêcher les gens de partir. Maintenant, elles sont faites pour empêcher les gens d'entrer. Donc il y a un changement fondamental et effectivement il y a quelques gouvernements qui ont une dénonciation de la mondialisation qui n'est pas du tout celle que l'on peut avoir ici, dans la mesure où c'est pas une dénonciation du monde, c'est une dénonciation de l'autre. L'autre est vu comme un adversaire, comme un ennemi, et il était assez piquant d'ailleurs de voir à Davos il y a 2 ans, Xi Jinping, le leader du Parti communiste chinois, faire l'éloge de la mondialisation, pendant que Donald Trump refusait d'aller à Davos, parce que pour lui c'était le temple justement de la globalisation, et lui faisait l'éloge de la fermeture des frontières, du mur, du Muslim ban, etc., etc., le fait de faire une Amérique qui soit non seulement première, mais qui soit avant tout isolée et fermée sur les autres. Et là, je crois qu'on paye encore le prix, effectivement, de la crise de 2008, dont les responsables courent toujours et n'ont jamais été inquiétés, c'est quand même largement documenté, mais qui a quand même été un choc social qui a aggravé les inégalités sociales qui existaient et qui a été un choc social d'une violence telle que beaucoup de gens ont cherché, quand on n'a pas les réponses, on cherche des boucs émissaires et l'autre a été très facilement le bouc émissaire. Et donc effectivement, il y a une montée de gouvernements nationalistes au sens le pire du terme, de gouvernements qui rejettent l'autre, de gouvernements autoritaires, de gouvernements en fait qui sont un peu des gouvernements de mâles dominants. On a cela aux Philippines, on a cela en Hongrie, on a cela en Israël, on a cela aux États-Unis, on a cela au Brésil. Et donc il y a un tas de pays où des dirigeants qui se présentent, qui sont considérés comme des hommes entre guillemets forts, veulent imposer effectivement un régime à la fois autoritaire, basé sur le rejet de l'autre qui est considéré comme un ennemi et comme un danger, et de fermeture. Alors, bien sûr, l'impact que cela peut avoir quand il s'agit de quelqu'un qui a la Maison-Blanche ou quelqu'un qui a Budapest n'est pas le même. Et que le fait que Duterte soit le président des Philippines est extrêmement dommageable pour les Philippins, mais on n'en a que des répercussions très indirectes ici. Le fait que Orban soit au pouvoir en Hongrie est un petit peu dommage pour l'Europe parce que quand même l'Europe, il y a aujourd'hui 10 gouvernements sur 28 où l'extrême droite est dans une coalition. Donc on est quand même très éloigné des idéaux affichés de l'Union européenne, mais en même temps, Orban n'a pas le poids. Par contre, quand c'est Bolsonaro, ça devient plus inquiétant parce que c'est non seulement 6e ou 7e puissance mondiale, mais c'est aussi une puissance qui était une puissance qui représentait beaucoup d'espoir pour la gauche internationale. Tu parlais, Dominique, de Porto Alegre, c'était quand même, et c'était y compris avant que Lula prenne le pouvoir, pendant très longtemps, le Brésil comme laboratoire social, puis après dirigé par un président comme Lula, a été un pays qui faisait bouger les lignes internationales de façon extrêmement positive. Et puis, non seulement cela, donc c'est une régression énorme, en plus dont on sait que c'est un coup d'État judiciaire. Auparavant, au Brésil, il y a des coups d'État militaires, maintenant il y a des coups d'État judiciaires. C'est ainsi que Lula a été empêché de pouvoir se présenter, alors qu'il aurait été élu. On a bien vu tout de suite, quand Moro a été nommé ministre de la Justice, que la ficelle est un peu grosse, mais enfin maintenant c'est carrément documenté qu'il y a un coup d'État judiciaire alimenté par le patronat brésilien et appuyé derrière par les États-Unis. Et c'est aussi grave parce que le Brésil s'est
aussi l'Amazone. Et si tout d'un coup Bolsonaro s'attaque, met en avant ses projets agroalimentaires sur l'Amazone, eh bien on en a répercussions. Mais quand c'est aux États-Unis, bien sûr, c'est plus grave encore, parce que là, il s'agit de la première puissance mondiale. Et je voudrais un peu centrer mon propos sur Trump, peut-être pour aller à contre-courant de 2-3 idées, et surtout alerter les choses. Finalement, Trump trompe son monde parce qu'il fait rire. Et que quelque part, c'est très intelligent de sa part, parce que tant qu'on se moque de lui, on ne réalise pas le danger qu'il a. Et il faut prendre Trump au sérieux. Il n'est pas du tout incohérent. Il a un agenda. Il a un agenda qu'il suit avec détermination. Et le fait qu'il soit un sujet de plaisanterie est un piège absolu, parce que pendant qu'on rigole, lui, il avance. Et il ne faut pas du tout le prendre à la légère et la rigolade. Il a un agenda. Cet agenda, c'est quoi ? C'est effectivement... faire de l'Amérique de nouveau la première puissance mondiale, et quelque part, de façon assez paradoxale, il a un point commun avec Barack Obama, même si l'ensemble de sa politique consiste à détruire de l'Obamacare au deal nucléaire iranien tout ce qu'Obama avait fait, mais les deux ont un point commun, c'est d'avoir compris que l'Amérique ne pouvait plus être le gendarme du monde, et que les politiques d'hégémonie libérale qui avaient été poursuivies depuis la fin de la guerre froide par tous les présidents américains, démocrates ou républicains, d'exportation de la démocratie par la force, cette politique était une faillite. Obama a tenté de désengager les États-Unis de guerre, il a été entraîné un peu malgré lui dans l'opération en Libye, et Trump, lui, ne veut pas. Et Trump n'est pas un va-t-en-guerre, contrairement à ce que l'on pense, même s'il a dans son entourage des gens qui le sont, comme Bolton ou Mike Pompeo. Trump, mais il a un autre agenda, c'est qu'il veut obtenir par l'étranglement économique ce que ses prédécesseurs n'ont pas obtenu par l'intervention militaire. Trump a compris que l'intervention en Irak, en Afghanistan, ont été des échecs. L'Afghanistan est la plus longue guerre que les États-Unis ont jamais menée. Ils y sont depuis 2001 et les talibans contrôlent 50% du pays. Et dès que les Américains seront partis, eh ben, les talibans reprendront le contrôle du pays. Et donc, ça a été 20 ans absolument inutile d'intervention militaire. Sur l'Irak, c'est également documenté, je n'y reviens pas. Trump a compris ça, que contrairement à la communauté stratégique, parce que mes collègues américains sont tous démocrates ou républicains, sont tous unis dans l'idée que les États-Unis sont une puissance morale qui doit faire partager ses valeurs morales, y compris si besoin est, par des troupes de marine au reste du monde. Trump ne veut pas ça parce qu'il voit que c'est un échec, il a cette intelligence-là de voir que c'est un échec, mais ce qu'il veut, c'est dominer le monde en misant sur quoi ? En misant sur l'application de l'extraterritorialité de la législation américaine. Et là, il pousse la logique jusqu'au bout parce que ce n'est pas lui qui l'a créé. La BNP a été condamnée à 9 milliards d'amendes sous Obama, en vertu de ces lois extraterritoriales. C'est quoi ? C'est le fait que la loi américaine s'applique dans le monde entier et que si une société utilise un mail d'un serveur aux États-Unis ou le dollar pour faire une transaction, elle est susceptible d'être punie au nom de la lutte contre la corruption par la loi américaine. Ça s'adresse à une société, même si elle est étrangère, même si elle n'a pas agi sur le territoire américain, elle a deux menaces, une amende ou la fermeture totale du territoire américain, et généralement les compagnies cèdent. Il n'y a pas de procès, c'est une négociation. Et c'est un système extrêmement sophistiqué parce qu'il n'y a jamais de procès. Les sociétés, la BNP a préféré négocier et payer une amende plutôt que d'aller au procès en estimant qu'elle paierait moins cher, et c'est ce que font toutes les sociétés. Et dans 99% des cas, il n'y a pas de procès. Ce n'est pas du tout une procédure, mais elle cède. Et Trump joue un peu sur cette menace-là pour arriver à ses fins. Il a désigné 3 pays dont il veut un changement de régime avant sa réélection de 2020, le Venezuela, Cuba et l'Iran, en pensant qu'en Iran, en étranglant économiquement l'Iran, il y aura une révolte populaire qui va conduire au renversement du régime. À Cuba, pareil, puisqu'il va demander aux sociétés de ne plus être présentes à Cuba, et au Venezuela, pareil. Par contre, il pense pouvoir avoir un deal avec Kim Jong-un, et il n'a pas du tout envie de répandre la démocratie. Ce n'est pas son problème. Ceci étant, ceux qui voulaient le faire n'ont pas vraiment réussi, n'ont pas été non plus un modèle. Or, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a en fait une contradiction globale qui est due à ce que je qualifie de somnambulisme stratégique.
on est encore en train de penser que l'OTAN est l'alliance incontournable de la sécurité occidentale. Et si vous dites quelque chose contraire à cela, vous apparaissez comme quelqu'un d'extrêmement dérangé, quelqu'un qui n'a pas le sens des réalités et quelqu'un qu'il convient de marginaliser dans les débats publics, parce que, là encore, la plupart de mes collègues qui travaillent sur les questions stratégiques sont biberonnés à la pensée américaine, au crédit américain, au think tank américain. Et quand on parle des réseaux russes en France, ça me fait doucement marrer, parce que les réseaux américains sont 1000 fois plus importants. Ils sont tellement importants, plus importants qu'on n'en parle même pas. C'est ça la force d'un réseau, c'est qu'on n'ose même pas en parler. Le German Marshall Fund, le Young Program Leader, etc., etc., ça marche très bien. Or, aujourd'hui, on a ce paradoxe qu'on a gardé l'OTAN alors que la menace qui avait suscité sa création a disparu, que la Russie n'est pas une menace. La Russie, le budget militaire russe, c'est 60 milliards de dollars par an. Les pays européens de l'OTAN, 250 milliards. Donc parler de menace militaire russe est une plaisanterie de garçon de bain, uniquement pour maintenir la structure de l'OTAN et uniquement pour maintenir la présence américaine et l'influence américaine en Europe. On nourrit la peur de la Russie par volonté de maintenir une dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis. Et donc c'est quelque chose qui marche assez bien. Et donc Trump dit qu'il faut être allié au sein de l'OTAN, et d'ailleurs il faut que les pays européens dépensent plus pour leur défense, ce qui, la traduction concrète, c'est acheter les armes américaines, parce que la plupart des pays européens n'ont pas d'industrie de défense. Mais par contre, il considère les pays européens comme des ennemis. Il a qualifié l'Union européenne d'ennemi parce qu'il y a un déficit commercial de 170 milliards de dollars des États-Unis à l'égard de l'Union européenne. Et Trump, sa grille de lecture ami-ennemi, c'est en fonction du déficit commercial ou non. Et donc, on est dans un système où, pour faire chuter l'Iran, il a décrété une interdiction pour tout pays d'acheter du pétrole iranien. Les pays européens ont cédé. C'est-à-dire que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ont dit non, on continue, etc. Mais Total est parti. Les compagnies, Airbus ne vend pas d'avion à l'Iran, Air France est parti. Or, et là, quand je dis ça, j'apparais comme étant très grossier par rapport à mes collègues. Si on raisonne froidement aujourd'hui, quelle est la plus grande atteinte à la souveraineté des pays européens? Elle ne vient pas de la Russie, elle ne vient pas de la Chine. Aucun de ces deux pays ne nous interdit de commercer avec l'Iran ou avec Cuba. Elle vient bien des États-Unis. Elle va bien des États-Unis qui se gargarisent d'être notre allié protecteur, mais qui en fait ont par rapport à nous le même comportement que Brejnev vis-à-vis des pays du pacte de Varsovie du temps de la guerre froide, puisque c'est une négation totale de la souveraineté des pays européens que de leur dire vous n'achetez plus de pétrole iranien et vous ne vendez plus rien à l'Iran, et vous allez maintenant faire la même chose avec Cuba, puisqu'ils ont réveillé la loi Helms-Burton qui interdit de commercer avec Cuba. Si nous ne faisons rien, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, Trump aura gagné son pari. Trump aura gagné son pari d'aller vers un monde unipolaire parce que par timidité, somnambulisme stratégique, habitude, manque de réflexion, paresse intellectuelle, tout ce que vous voulez, on va se dire oui, c'est un mauvais moment à passer, il y aura quelqu'un d'autre de plus sympa après Trump, ce qu'on entend souvent dans ce type de débat. Or, c'est pas un mauvais moment à passer, c'est structurel. Trump peut très bien être réélu en 2020 et il n'est que l'accentuation d'un unilatérisme américain qui est beaucoup plus fort. Donc il faut se réveiller et commencer à dire non, nous ne sommes pas alliés. Nous ne voulons pas partager cette vision de l'alliance où en fait c'est un lien de vassalité que Trump veut imposer aux pays de l'Union européenne. Et ce qui est un peu dommage et très regrettable, c'est qu'il y a un tas de discours sur l'Europe puissance, mais que les Européens sont presque à attendre que ce soit les Russes et les Chinois qui sonnent le signal de la révolte. Pourquoi Air France achète des Airbus en dollars? C'est quand même... est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une dédollarisation de l'économie internationale? C'est quelque chose quand même... Est-ce que l'on va rester comme cela sans réaction par rapport à l'impérialisme américain? Et là, ce n'est pas un mot de l'esprit, c'est une réalité quand on veut imposer sa volonté. Et donc, il faut réagir et rendre coup pour coup, sinon ils vont continuer à agir ainsi. Et je pense que réfléchir sur cette rente de situation qui fait du dollar une monnaie internationale est peut-être une première approche de réflexion pour dire aux Américains on va arrêter d'être les victimes expiatoires et consentantes de votre politique qui veut nier toute souveraineté à tout autre pays que vous.
Merci Pascal. Il y a quand même un point que tu n'as pas trop abordé, c'est la relation des États-Unis avec la Chine. Parce que moi, dans mon analyse, qui est bien sûr moins poussée que la tienne, je me dis que quand même la préoccupation majeure de Trump et des États-Unis, depuis Obama d'ailleurs c'était le cas, mais encore plus avec Trump, c'est comment les États-Unis vont préserver leur hégémonie face à une superpuissance montante qui, sur le plan économique, technologique, etc., est en train de les rattraper à grande vitesse. Et que donc, il me semble que dans ces cauchemars ou dans ces nuits, ou dans même M. Trump doit quand même plus penser à la Chine qu'à l'Europe. Voilà. Donc, je suis étonné que tu n'aies pas plus abordé, bon, en peu de temps, parce que le temps passe, mais quand même, ça serait bien que tu en parles, parce que pour nous, c'est un élément important, je crois. Non, tu as parfaitement raison. C'est l'élément stratégique le plus important, c'est comment va se structurer la relation entre la Chine et les États-Unis dans les 10-15 ans qui viennent. Et là, il y a une théorie qui est très en vogue, qu'on appelle le piège de Thucydide. Thucydide avait analysé le fait que la guerre était devenue inévitable entre Sparte et Athènes à partir du moment où Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes, et en prolongeant ça dans l'histoire, quand la puissance numéro 1 se voit rattrapée par la puissance numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a 16 cas historiques, dans 12 cas, ça a été la guerre. Dans 12 cas, ça a été la guerre, dont notamment la Première Guerre mondiale, qui était due aussi au refus par les Britanniques d'être rattrapés par l'Allemagne. Les 3 exceptions au fait que c'était la guerre, c'est lorsque le Portugal a été doublé par l'Espagne au XVIe siècle, les Pays-Bas par l'Angleterre à la même époque, et la France et la Grande-Bretagne par l'Allemagne à la fin du XXe. Et la 4e, c'est lorsque Nixon a accepté le rattrapage par l'US et avec Kissinger, et qu'ils ont traduit qu'il fallait faire de la détente et non pas une politique de confrontation. Sauf que Trump n'est pas Nixon et que, effectivement, tout tend à montrer qu'il ne veut pas accepter la montée en puissance de la Chine, qu'il veut la casser, mais que tout ce qu'il fait, de l'interdiction de Huawei, etc., va uniquement faire que les Chinois vont accélérer leur autonomie et que, heureusement, depuis Sparte et Athènes, il y a la dissuasion nucléaire qui devrait normalement limiter l'hostilité manifeste entre les deux. Mais cette rivalité, c'est ce qui va structurer les relations internationales parce que les Américains ne peuvent pas accepter d'être rattrapés par la Chine. Et surtout qu'il y a cet immense paradoxe que les États-Unis sont toujours le premier pays du monde, mais que les Américains ne connaissent pas le monde. Et qu'ils sont persuadés que la Chine les pille, que les Mexicains sont des violeurs, que l'Afrique est une sorte de trou noir, etc. etc. Et donc, il y a seulement la moitié des congressmen américains qui ont un passeport. Donc, ils ne connaissent pas. Et leur réaction est de dire, effectivement, la montée en puissance de la Chine n'est pas due à leur travail, elle est due au fait qu'ils pillent, et ça va mal aller. Trump a téléphoné à Carter, bizarrement d'ailleurs ils s'entendent bien, ce qui peut paraître bizarre, il a téléphoné à Carter en avril pour se plaindre de la montée en puissance de la Chine, et Carter lui a dit oui, c'est sûr que la Chine monte en puissance. D'ailleurs, on a ouvert les relations diplomatiques avec la Chine en 1979, depuis la Chine n'a jamais été en guerre, et depuis nous l'avons été chaque année. C'est aussi ce qui explique le rattrapage des États-Unis par la Chine. Merci pour ce complément. Donc je vais passer la parole à Christophe. Là aussi, je crois qu'il y a un certain nombre d'idées à développer sur l'évolution de la mondialisation. Et puis, je sais aussi que tu as des réflexions sur l'avenir de l'intermondialisme dans ce nouveau contexte. Oui, c'est 2 questions un peu différentes, même s'il y a évidemment un lien. Pour commencer par la première, un peu dans la suite de ce que vient de dire Pascal Boniface, il faut bien partir de ce qu'était la situation quand Attac s'est créé ou quelques années avant la création d'Attac. Si vous vous rappelez, pour les plus anciens, c'est des souvenirs qui sont relativement frais, des années 90, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, la phase de la mondialisation s'est évidemment étendue. Elle avait commencé dès les années 80, mais elle a pris une accélération et elle s'est vraiment étendue à la totalité du monde dans les années 90, mais il y avait 3 caractères un peu particuliers à cette phase de mondialisation. Le premier caractère, et c'est celui sur lequel on insistait nous, c'était le consensus de Washington, la pensée unique, les plans d'ajustement du FMI et de la Banque mondiale, c'est-à-dire tout le côté économique, néolibéral, d'augmentation des échanges, mais au détriment des peuples. Bon. Et à juste titre, Attac s'est créé contre tout ça. Et on a eu tout à fait raison d'insister sur cet aspect-là de la mondialisation. Mais il y avait 2 autres aspects qu'on a probablement un peu oubliés vu le contexte
contexte particulier de l'Union européenne. Le deuxième aspect de cette mondialisation, c'était une extension du champ des démocraties. Les États-Unis n'avaient plus besoin d'avoir des dictatures qui les protégeaient du danger communiste, et donc ils ont pu accepter assez facilement, en plus c'était l'arrivée des démocrates avec Clinton, qu'en Amérique latine d'abord, en Asie et en Afrique, là c'était sous l'égide plutôt franco-britannique, les régimes dictatoriaux soient remplacés par des régimes démocratiques. Alors en Amérique latine, c'était la poursuite d'un mouvement qui s'était engagé dès les années 80, mais qui s'est accéléré dans les années 90, bien avant que les gauches arrivent au pouvoir, une décennie plus tard, puisque les premières victoires de la gauche, c'est fin des années 90, début des années 2000. En Asie, ça a été un peu la même chose, fin des dictatures dans une série de pays, Thaïlande et autres, et en Afrique, on a connu un processus assez similaire. Et puis la troisième caractéristique de cette première phase de la mondialisation libérale dans les années 90, en tout cas celle des années 90, c'est l'existence d'un réel multilatéralisme qui a été assez court dans l'histoire, mais qui a existé en gros de la chute de l'Union soviétique jusqu'aux guerres des Balkans. Donc c'est 5-6 ans à peine, mais qui a été quand même une période très différente de la période actuelle. C'est la période dans laquelle non seulement le FMI et la Banque mondiale imposaient les plans d'ajustement structurel, ce contre quoi on s'est évidemment mobilisé, mais c'est la période où s'est créé l'OMC, comme une tentative de réglementer un peu le commerce mondial, là aussi sous l'égide d'un néolibéralisme que nous combattions et que nous combattons toujours, mais qui était malgré tout une tentative d'apporter une réponse réellement multilatérale et pas simplement des accords de libre-échange bilatéraux comme ceux qui sont négociés aujourd'hui, mais c'était aussi et en même temps toutes les grandes conférences de l'ONU, dont vous vous rappelez probablement, les femmes à Pékin ou à Beijing, l'habitat à Istanbul, la démographie au Caire, le racisme à Durban, les questions sociales à Copenhague puis à Genève. Donc l'ONU essayait de jouer un rôle, disons, d'apaisement des tensions et de règlement d'un certain nombre de questions centrales qui sont les thèmes des conférences dont je viens de vous parler. Bon, ça, aujourd'hui, c'est évidemment plus du tout le monde dans lequel nous sommes. L'ONU est paralysée, l'OMC ne fonctionne plus du tout et n'arrive à passer aucun accord, d'où la montée des accords bilatéraux ou multilatéraux partiels, mais qui ne passent plus par l'OMC. Le FMI n'a plus prêté qu'aux Européens jusqu'à maintenant l'affaire Argentine. Donc on a une situation qui n'a absolument plus rien à voir. Alors comment tout ça s'est brisé? Ça s'est fait par petits morceaux. C'est dès la guerre des Balkans, quand les Russes ont commencé à rompre un peu la domination américaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et évidemment, c'est la guerre en Irak de 2003 qui a été le grand tournant, mais qui s'est accéléré. On a, vous le savez tous et toutes, un G7 qui aura lieu en France. Donc c'est un appel aussi à s'y retrouver, à s'y mobiliser du 19 au 26 août à Hendaye et à Irun, mais ce G7, on sait d'avance que ce sera un échec. Le dernier G7 s'est terminé en pantalonnade, puisque Trump a, dans l'avion qu'il ramenait aux États-Unis, dénoncé l'accord qu'il avait signé quelques heures auparavant. Bon, et c'était pareil ça va être pareil pour le G20 qui va se tenir à Osaka avec nos amis d'Attaque Japon. Donc on sait d'avance que tous ces cercles et ces cénacles n'aboutissent plus à rien aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une phase de brisure, d'une certaine façon, de ce multilatéralisme, mais que ça n'est pas la seule caractéristique de la phase actuelle. Dominique en a parlé sur le fait qu'on a une montée du protectionnisme, d'abord par les mesures unilatérales des Américains, mais aussi évidemment avec des ripostes et des ripostes des autres. Les Chinois, mais pas que. Les Européens l'ont fait à petite échelle, et les Canadiens et les Mexicains se préparaient à le faire avant qu'ils passent un accord. Bon. Et puis on a en même temps qu'il y a ce protectionnisme national, une fermeture des frontières et qui est liée à ça, puisque c'est souvent quelque chose qui est porté par des gouvernements populistes de droite, xénophobes, racistes à différents niveaux, et qui ferment en même temps les marchés, qu'ils ferment les frontières, puisque l'ennemi, c'est toujours l'ennemi de l'extérieur, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il soit les marchandises chinoises ou européennes, mais aussi et surtout le migrant, qu'il vienne du Mexique et d'Amérique centrale ou d'Afrique, pour ce qui nous concerne. Et puis, c'est la montée de régimes autoritaires, tu l'as dit aussi, mais qu'on retrouve à peu près partout, en Amérique latine, avec Bolsonaro et Macri en Argentine, en Inde, qui reste une démocratie, mais avec malgré tout Modi, qui utilise des milices hindouistes semi-fascistes pour faire semer la terreur contre les musulmans, les Dalits, ce qu'on appelle en France les intouchables, et d'autres catégories sociales. Donc on a une montée de régimes autoritaires un peu partout, donc on n'est plus du tout dans cette extension de la démocratie qu'on a pu connaître dans les années 90. Alors face à ça, qu'est-ce qu'il faut réfléchir et ce à quoi il faut penser et ce que nous devons discuter? Il y a un premier niveau d'analyse qui est un niveau d'analyse national, mais qui est malgré tout utile, même si ce n'est pas sur le plan directement global à aborder, qui est le pourquoi de la montée de ces régimes autoritaires. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette évolution qu'on retrouve sur à peu près tous les continents? Et là, c'est une discussion intéressante parce qu'on s'aperçoit que les racines sociales ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Bon, on a évidemment des configurations politiques différentes. Vous savez qu'au Parlement européen, après les élections
il y a quelques semaines, on a une montée très forte des groupes d'extrême droite, fascistes et xénophobes, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc ils sont dans 2 ou 3 groupes européens et ils auront beaucoup de mal à se mettre dans un groupe commun, ce qui est tant mieux, parce que ça affaiblit un peu leur possibilité d'action. Mais donc il faut essayer de comprendre les racines. Et on a des origines qui sont assez différentes entre les pays développés comme les États-Unis ou la France ou l'Europe plus globalement, où la montée de ce populisme de droite est souvent basée sur les classes populaires. Quand vous prenez l'électorat de Marine Le Pen, c'était celui de Trump, celui de Salvini, c'est surtout les couches populaires. Bon, souvent on voit, et c'est le cas en Europe, l'affaire de Trump est un peu différente parce qu'il a été capable de, d'une certaine façon, de fusionner avec les équipes dirigeantes du Parti républicain. Mais en Europe, on voit bien que la bourgeoisie ne soutient pas ces régimes-là. Elle fait avec quand elle ne peut pas faire autrement. C'est le cas de l'Italie. Mais fondamentalement, le choix en Italie des classes dirigeantes n'était pas une alliance Salvini et 5 étoiles. Ce n'était pas ça leur préférence. C'était soit le bloc des libertés, la droite traditionnelle, soit le Parti démocrate, qui est équivalent de ce qu'est la République en marche chez nous. Et chez nous, évidemment, le business, il est derrière Macron. Il n'est pas derrière Le Pen, ce qui est très très différent des années 30. On n'est plus du tout dans la même situation. Quand vous prenez par contre les pays du Sud, alors là aussi les réalités sont différentes, mais dans beaucoup de pays, c'est la mobilisation des classes moyennes qui est derrière la montée de ces régimes autoritaires, parce que c'est des classes moyennes qui refusent les petites concessions qui étaient faites aux couches populaires. Je pense au Brésil, par exemple. Un des principaux reproches contre Lula faits par les candidats de droite, dont Bolsonaro, c'était tout ce qui était la Bolsa Familia. La Bolsa Familia, c'est à peine 150 €, même un peu moins par famille. On est dans des sommes minuscules, mais c'était déjà insupportable. Et puis c'était aussi le fait que tout le personnel domestique, le Brésil a un personnel domestique à peu près équivalent à ce que les Français et les Anglais avaient à la fin du 19e. Rappelez-vous qu'en Angleterre, à la fin du 19e, il y a plus de domestiques que d'ouvriers dans le pays, qui est l'usine du monde. C'est tous les romans anglais que vous connaissez tous qui le décrivent bien. Même chose chez nous. Vous avez tous lu Proust ou l'équivalent, qui montre à quel point la domesticité est au cœur des classes populaires européennes à l'époque. C'est le cas du Brésil aujourd'hui. Une des mesures positives des gouvernements Lula de Rousseff était de donner un contrat de travail et une garantie d'emploi et de salaire aux couches populaires qui étaient des domestiques, ce qui évidemment a rendu furieuses des classes moyennes qui voulaient garder la capacité d'avoir des quasi-esclaves à domicile, qui étaient souvent des gens d'origine africaine venant du sud, du nord-est du Brésil. Donc on a des réalités sociales différentes. Donc c'est une première question qui mérite d'être étudiée si on veut comprendre ce qui se passe d'un pays à l'autre. Puis la deuxième question, qui est celle que posait Dominique et qui est la plus inquiétante d'une certaine façon, c'est est-ce qu'on est dans un point de bascule de la mondialisation ? Si on revient au seul précédent historique, enfin au plus récent en tout cas, qu'on peut analyser dans un cadre de développement du capitalisme industriel, c'est la fin de la mondialisation libérale du 19e siècle, une mondialisation sous domination britannique. C'était l'école de Manchester qui en était un peu l'idéologie et qui était donc qui a démarré dès les années 1830-1840 et qui a commencé à se fracturer dans les années 1880 avec les premières taxes, disons, l'augmentation des droits de douane mise en place par les Allemands, qui étaient confrontés après leur victoire contre les Français dans la guerre de 1870-71 par des grèves ouvrières, un mouvement social important. Donc ils ont commencé à augmenter leurs droits de douane, ce qui a entraîné des rétorsions franco-anglaises et puis du reste du monde. Alors c'est pas la fin de la mondialisation libérale des années du 19e siècle qui s'est opérée dans les années 80, mais c'est le début, c'est le point de bascule, si on peut dire. La mondialisation financière de l'époque a continué bien plus tard, puisqu'elle ne s'est vraiment fracturée qu'autour de la Première Guerre mondiale, voire même de la crise de 29, si on veut aller jusqu'au bout. Mais en 30 ans, on est passé d'une situation de mondialisation un peu comparable à la nôtre à une situation d'État complètement souverain, chacun créant sa zone d'influence dans les empires qu'on a bien connus après la Première Guerre mondiale. Bon. Aujourd'hui, est-ce que les mesures prises par Trump relèvent de cette situation ? Est-ce qu'on est à un moment où la mondialisation est en train de basculer ? On a un ralentissement des échanges, ce que tu as pointé au début, mais qui renvoie aussi à d'autres réalités. La Chine s'était constituée comme un pays exclusivement exportateur. Aujourd'hui, l'équilibre des balances commerciales est plus important en bénéfice en Allemagne qu'en Chine. C'est-à-dire que la Chine réoriente son économie vers une économie intérieure, avec des dépenses intérieures plus que de la simple exportation. Donc ça, évidemment, participe du ralentissement du commerce international. On a aussi le fait qu'on a des petits phénomènes de réindustrialisation dans les pays du Nord à cause du numérique qui permet d'avoir une réindustrialisation partielle limitée, mais qui existe malgré tout, et qui freine évidemment les échanges commerciaux, puisque les choses peuvent être faites ici et non pas en Asie, en Amérique latine ou ailleurs. Bon, tout ça est vrai, mais est-ce que les mesures que prend Trump
peut amener à une bascule et à un point de bascule dans la mondialisation libérale. Bon, là, franchement, les choses sont très ouvertes. On a l'impression, c'est ce que tu décris dans ton intervention, que ce que fait Trump, hein, vous savez que son grand bouquin, c'est l'art du deal. Hein, bon, donc, il cherche à créer du deal dans lequel il va dire, voilà, je vous propose 20, vous me proposez 30, on passe un deal à 25, hein, en gros. Bon, c'est à ce niveau de sophistication. Bon, et il a réussi ça, mais avec des accords en fait qui étaient très similaires aux accords précédents. Si vous prenez l'accord nord-américain, Canada, Mexique, États-Unis, ce qu'a obtenu Trump c'est des évolutions millimétriques, hein, ça va vraiment pas loin du tout. On va voir ce qui se passe avec l'Europe, mais il y a fort à parier que ce soit un peu du même type. La question clé, c'est la Chine, hein, comme tu l'as dit. Et c'est sûr que quand on regarde les grandes évolutions historiques, hein, le passage, c'est pas une nuance parce que c'est pas le cœur du débat, mais le passage de la domination néerlandaise à la domination anglaise, il y a quand même eu la guerre de la succession d'Espagne et toute une série de grands conflits qui a marqué quand même. Hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'on passe d'une puissance dominante à une autre dans les systèmes mondes, on a une grande période d'instabilité géopolitique et politique qui entraîne des conflits qui peuvent ne pas être centraux comme l'ont été les 2 guerres mondiales, mais qui peuvent être des guerres par proxy, hein, où on se bat comme pendant la guerre de Corée dans les années 50 en utilisant d'autres théâtres d'opération, mais on est déjà rentré dans une période d'instabilité majeure. Hein, il suffit de regarder le Moyen-Orient, hein, c'est pas la peine de regarder très loin pour le voir. Donc est-ce qu'on rentre dans cette situation-là? Alors je ne sais pas si je dis 2 mots tout de suite sur les mouvements sociaux, mais ça a évidemment des conséquences très fortes pour nous. Si on reprend ma petite analogie sur fin du 19e, fin de la mondialisation, regardez ce qui s'est passé du côté du mouvement ouvrier, hein, qu'il soit syndical ou politique. Avant ce point de bascule dans la mondialisation, on a eu la création de la première internationale. À l'époque, on ne savait pas que c'était la première, ça s'appelait l'AIT, l'Association internationale des travailleurs. Et c'était une tentative, qui était probablement vouée à l'échec, hein, à mon avis, mais on ne refait pas de l'histoire, mais d'avoir une vraie coordination mondiale des luttes sociales et des révolutions. Hein. C'était l'idée d'avoir une assemblée internationale des travailleurs dans laquelle on se mettait d'accord sur des luttes qui étaient vraiment coordonnées au niveau international. C'était ça, en tout cas, la tentative, hein, et qui tenait au fait qu'on avait connu dans les années et décennies précédentes une vraie révolution, si ce n'est mondiale, du moins européenne, qui était la révolution de 1848. Bon. Mais à partir du moment où la mondialisation se fracture, on va avoir, et c'est la naissance de la deuxième internationale à la fin des années 1880, je crois que c'est 1889 la naissance, qui est en fait une fédération de partis nationaux, qui n'est plus du tout une internationale dans lequel on essaye de gérer ensemble les contradictions du monde et de les comprendre pour pouvoir agir ensemble. C'est simplement quelque chose qui, aujourd'hui, est la réalité des internationales syndicales, qui sont des internationales diplomatiques. On va se serrer la main, on boit un coup, on fait une grande déclaration de principe et puis ciao Berthe. Hein, c'est quand même en gros ça, les internationales syndicales. Bon, on avait à l'époque, dans la deuxième internationale, un peu cette réalité. Hein, c'est-à-dire qu'on avait abandonné l'idée de penser ensemble des réponses collectives à un moment donné. Il y a eu quelques tentatives, Jaurès en faisait partie, de ceux qui l'ont tenté au moment où on voyait que la Première Guerre mondiale arrivait, d'avoir une déclaration vraiment coordonnée contre la guerre, mais vous connaissez la réalité, c'est-à-dire chaque parti politique et syndicat, hein, la CGT française, pourtant anarcho-syndicaliste, elle s'est rangée derrière le gouvernement de l'Union nationale et le ministère du Travail a été donné au secrétaire général de la CGT anarcho-syndicaliste, ce qui montre que ça n'est pas le fait d'être social-démocrate ou socialiste qui était la simple cause du problème. Hein, bon. Donc ça, ce danger-là, il existe vraiment. Et je pense qu'on est devant 2 défis majeurs. Bon, le premier est plus ancien, hein, il ne date pas des quelques années récentes, hein, et de cette crise dans la mondialisation. C'est le fait que le corps doctrinal, qui était celui du mouvement ouvrier européen et français pour nous, ce qui nous concerne, s'est évidemment effondré. Personne ne va plus penser que seule la classe ouvrière, dirigée par un parti d'avant-garde, avec des syndicats qui lui seraient inféodés, peut changer les choses. C'est une idée qui nous est complètement étrangère aujourd'hui. Et le mouvement altermondialiste s'est appuyé sur un tout autre corps de doctrine et de pensée, qui est l'idée de la multiplicité des luttes, de l'horizontalité de leurs relations, de l'absence d'un groupe social ou d'un type d'organisation qui serait par nature le leader naturel de nos combats. On pense plus du tout comme ça, mais il faut penser, alors on le fait au quotidien, hein, bon, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, dans le Pays Basque, pour donner des exemples de luttes concrètes, qui étaient à la fois des luttes de résistance et d'alternative, comme Geneviève Coiffard nous le disait régulièrement, et ce qui est vrai, hein, ce qu'on a vu avec les ZAD, c'est qu'on invente quelque chose de nouveau, et donc derrière ce nouveau, il faut repenser un monde dans lequel les questions écologiques vont devenir centrales ou le sont déjà, comme la table ronde précédente l'a bien montré,
décentré, dans lequel, plutôt que penser toujours au recours à l'État, même si l'État peut être utile dans toute une série de domaines, on pense les communs et une autre façon d'organiser l'économie. Enfin bref, qu'on reconstruise un corps de doctrine dans lequel il ne s'agit pas seulement de laisser ça à l'apanage des partis, mais dans lequel Attac, comme tous les mouvements sociaux, doivent avoir leur part à égalité avec tous les acteurs de ces transformations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec des projets comme les alternatives systémiques, qui avaient donné ce bouquin, qui a eu pas mal de succès dans Attac, Le Monde qui émerge, hein, que vous avez vu, qu'on a distribué depuis maintenant 1 an et demi. Donc il y a des tentatives de repenser, mais on voit bien qu'on n'est pas encore arrivé à quelque chose d'aussi cohérent que ce qu'était le socialisme du XXe siècle, qui avait des tas de défauts, mais qui avait une grande cohérence stratégique et doctrinale. Hein. Bon, ça c'est le premier défi, mais qu'on connaît tous. Hein. Bon, mais il y en a un deuxième, et je vais insister là-dessus, ce sera ma conclusion, c'est d'éviter une fragmentation comparable à ce qu'a connu le mouvement ouvrier, politique et syndical à la fin du 19e. Or, cette fragmentation, on est déjà un peu dedans. Hein. Bon, vous savez que le Forum social européen s'est dissous il y a maintenant plus de 10 ans, que la tentative de redonner un cadre commun à tout le monde, qu'on appelait l'Alter Summit, est quasiment dissous. Je crois que formellement, il est toujours existant, mais il est dans un état de faiblesse très fort. Le Forum social mondial s'est tenu à Salvador de Bahia pour le dernier, il y a 1 an et demi. Il était à la fois passionnant, mais c'était un forum social local. C'était les populations de Salvador qui en ont fait le succès. Il y avait 30 000 personnes, des jeunes, c'était passionnant. Mais les seules délégations importantes sur le plan international, c'était les Allemands, les Français, les Marocains et les Québécois. C'est très bien, c'était très intéressant, mais c'est plus ce qu'étaient les forums de Porto Alegre. Donc comment éviter que la fragmentation touche, y compris à nos orientations stratégiques et politiques. Et ça commence à arriver. Hein. Bon, quand la guerre en Ukraine a commencé avec le Donbass et la Crimée, nos amis russes n'ont pas du tout pris les mêmes positions que la plupart de ce que nous avons fait en Europe occidentale. En Europe occidentale, et je partageais cette orientation, hein, donc ce n'est pas une critique, hein, mais on était plutôt du côté de Maïdan, hein, qui était cette révolution ukrainienne, qui était une révolution démocratique contre la corruption. Hein, on était plusieurs à avoir la chance de participer un peu à ces mouvements-là. Bon, nos amis russes étaient de l'autre côté, hein, y compris ceux qui ont construit avec nous l'altermondialisme. Hein. Je pense à des gens comme Alexander Boulsgalin de Alternative Russie ou à Boris Kagarlitsky du Centre d'études sur la globalisation. Toute une série de gens qui sont des amis personnels et des militants comme nous, on est exactement à égalité, étaient plutôt sur l'idée qu'il s'agissait d'un complot américain, pour le dire vite, dans lequel les Européens n'étaient simplement qu'une marionnette des Américains et qui donc étaient dans une position de fait, je dirais pas pro-russe ou pro-Poutine, mais qui s'alignait sur ces positions-là. Et si on veut, et c'est ma dernière phrase, pouvoir à la fois penser un corps de doctrine et de stratégie qui soit efficace au monde dans lequel nous sommes, mais aussi éviter cette fragmentation, il faut absolument conserver et développer les cadres de confrontation, d'alliance et de construction de mobilisation commune avec les associations, les syndicats, les forces de la société civile ou les courants politiques avec lesquels on peut travailler. C'est ce qu'Attac essaye de faire. C'est plus compliqué qu'il y a une quinzaine d'années, hein, tout simplement parce que le cadre naturel qui était le nôtre et qui était très fonctionnel face à la pensée unique et au consensus de Washington, aujourd'hui n'existe plus. Hein, on est dans un monde plus fragmenté, y compris du point de vue des mouvements sociaux, et qu'il faut donc de façon plus volontariste maintenir tous les cadres que nous pouvons pour pouvoir maintenir des compréhensions d'abord communes de ce qui est en train de se jouer sur la planète, mais aussi des cadres d'action commune. Merci. Voilà. Donc, merci pour la richesse de vos interventions. Vous voyez, le problème est relativement complexe, donc évidemment, on ne fera pas justice à toutes les dimensions de ces questions, mais on va, comme on l'a fait dans les conférences, les tables rondes précédentes, on va essayer de répondre aux questions. Alors, il y a des questions, il y en a une peut-être intéressante, elles sont toutes intéressantes. Il y en a une sur le CETA, qui n'est donc pas du tout une question que nous avons abordée, mais il se trouve que dans ce contexte, on a parlé de fermeture des frontières, on a parlé de recul du néolibéralisme, en tout cas du libéralisme qui précédait la crise et qui existait dans les années 90, des années 2000. Il se trouve quand même que les accords de libre-échange du type CETA et TAFTA sont en cours de négociation et ne sont absolument pas abandonnés. Monsieur Trump, et c'est là qu'il est plus subtil ou plus contradictoire, je ne sais pas, que ce qu'on peut penser, c'est donc, je rejoins un peu ce que disait Pascal, c'est qu'à la fois, il joue la carte du protectionnisme, des sanctions commerciales et tout, mais il a réouvert les négociations qu'il avait abandonnées à un moment sur le traité transasiatique. Il a décidé de rouvrir les négociations sur le TAFTA, d'accord ? Donc, là aussi, nous qui nous battons en tant qu'altermondialistes contre les traités de libre-échange, c'est une menace à nouveau. Hein.
Donc, et puis, d'autre part, il y a la question du CETA, c'est-à-dire le traité de libre-échange, comme vous savez, avec le Canada. Macron a décidé d'accélérer la procédure pour une adoption définitive du côté français, par le Parlement français, du CETA. Puisque vous savez qu'en ce moment, il est en situation d'application provisoire depuis septembre 2017. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a quand même toujours cette menace du libre-échange tel qu'il pouvait exister avant, hein, et qui n'a absolument pas disparu. Donc aujourd'hui, nous devons nous battre sur ce front-là. Voilà, qu'en pensez-vous? C'est une question que je vous pose. Alors ensuite, il y a des questions plus sur de nature peut-être plus idéologique. Il y a une question peut-être que j'adresserai à Pascal, qui étudie bien notamment la réalité états-unienne. Quel rôle joue la religion dans ces mouvements, dans ces gouvernements extraordinairement autoritaires et unidimensionnels? Donc, que ce soit Bolsonaro et Trump, par exemple, on peut poser la question. Tout à l'heure, on a parlé de la dépolitisation dans la séance précédente, tout à fait vrai, tout à fait juste. Est-ce que la finance, finalement, n'est pas un excellent moyen de dépolitiser, de rendre invisible, pour employer un mot qui a été employé aussi tout à l'heure, de rendre invisible finalement les vrais mécanismes, c'est-à-dire de faire en sorte que, le problème, c'est éventuellement la finance, qu'il faut mieux réguler peut-être, mais on ne voit pas derrière la dimension politique, c'est-à-dire le choix de société. Nous, on le met en avant, on essaie de le mettre en avant, mais pour beaucoup de citoyennes et de citoyens, est-ce que la finance n'est pas un moyen de dépolitiser aussi? Voilà, c'est les questions que je vous pose. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'y répondre. Ouais. Alors, de CETA, non, mais c'est là que je vois peut-être une contradiction apparente, plus qu'apparente, c'est qu'il faut se méfier du discours qui consiste à dire on est dans une nouvelle mondialisation, on abandonne finalement le libre-échange tel qu'il pouvait exister du temps de l'OMC qui en est fait en panne, le consensus de Washington, mais cette logique-là, elle est toujours là. Elle est toujours très prégnante. Et Trump, c'est à la fois l'ami des pauvres blancs de la Rust Belt, de la ceinture rouillée des gens qui ont été complètement appauvris par la mondialisation et la concurrence chinoise, entre autres, mais aussi c'est le défenseur du big business. C'est quand même un milliardaire. Et donc, lui, il pousse à la négociation de traités de libre-échange pour le plus grand profit des multinationales. Donc je pense que, là je me tourne vers Pascal notamment, il y a cette double dimension. C'est à la fois je m'appuie sur les classes populaires, comme tu l'as dit, mais en même temps je suis le meilleur allié possible du business. Alors est-ce que les deux sont... Apparemment il arrive à marcher sur les deux jambes, comme on dit, mais est-ce qu'à un moment donné il ne va pas s'écrouler? Il n'y a pas de contradiction. Voilà, c'est la question que je vous pose. En tout cas, nous, on est ferme là-dessus. Il y a une menace libre-échangiste du même type que celle qui existait au début du siècle, aujourd'hui, et elle est réelle malgré des guerres commerciales, etc. L'heure est quand même toujours à l'ouverture des frontières dans le domaine des échanges commerciaux. Oui. Alors sur Trump et ses contradictions, il est l'ami du business, mais pour faire de l'immobilier new-yorkais, t'as pas besoin de mondialisation. C'est que et lui, en fait, il est hostile aux GAFA. Il est vraiment hostile aux GAFA qui lui sont hostiles. Et c'est vrai que le big business est plutôt ouverture des frontières. On a besoin de la main-d'œuvre qualifiée, on a besoin des autres. Lui est plutôt pour la fermeture parce qu'en fait, c'est un nostalgique des années 60. Des années 60 dans lequel il n'y avait pas de concurrence à la puissance américaine et dans lequel les Noirs et les femmes restaient à leur place, c'est-à-dire loin derrière. Et donc c'est ça qu'il veut recréer, c'est vraiment la colère de l'homme blanc et d'un rêve où la classe moyenne américaine, dans les années 60, était vraiment la reine, etc. Et il est à la fois très l'ami du business, mais pas de tout le business, c'est vraiment ceux qui ont besoin du marché national. Alors l'autre question qui m'était, oui, c'est sur la religion. Alors effectivement, et c'est un trait commun entre Bolsonaro et Trump, ils ont été élus grâce aux évangélistes. Et c'est ces fondamentalistes protestants qui pensent que tout ce qui est dans la Bible est exact. Et donc lorsque Trump, en fait, il fait la politique étrangère de son électorat. Quand il change l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, c'est pour faire plaisir aux évangélistes
qui pensent que le Messie reviendra sur terre lorsque les Hébreux disposeront des terres que Dieu leur a données. Donc il n'est pas question d'en filer un morceau aux Palestiniens, bien sûr. Et c'est vraiment... la communauté juive américaine est en train de se séparer d'Israël parce qu'ils détestent Netanyahou, ils voient bien tout ce qui se passe. Et par contre, le socle de Trump, ce sont les évangélistes qui prospèrent grâce à la télévision, parce qu'il y a des shows très chaleureux. Et pareil au Brésil, c'est vraiment... Et ça, c'est un phénomène qui gagne du terrain dans toute l'Amérique latine, qui est effectivement assez dangereux, parce que c'est ceux qui veulent interdire aux États-Unis que Darwin soit enseigné dans les écoles, c'est ceux qui vont jusqu'à tuer des médecins qui pratiquent l'avortement. Deux mots sur les accords de libre-échange pour aller dans ton sens, mais c'est quelque chose qui souvent peut créer de la confusion. Quand on parle d'un point de bascule possible dans la mondialisation, ça ne veut pas dire que les politiques néolibérales vont être abandonnées. On peut avoir tout à fait une situation dans laquelle la mondialisation au sens multilatéral s'est effondrée, mais dans laquelle on a du néolibéralisme à tous les étages. Bon. Et ce que veulent négocier les États, c'est des accords bilatéraux, si possible à leur avantage. Les États-Unis, ce qu'ils veulent, c'est pour ça, par exemple, qu'ils proposent aux Anglais de sortir du Brexit le plus vite possible pour faire un excellent deal entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais ce sera excellent pour eux plus que pour les Britanniques. C'est un des paradoxes de l'affaire. La Grande-Bretagne est avec l'Allemagne le pays le plus avancé sur le plan écologique en Europe, et ils vont se retrouver avec du bœuf aux hormones, des poulets nettoyés au javel et autres OGM, tout simplement parce que les Américains vont leur imposer l'entrée de toute la production agricole américaine qui ne sont pas du tout faits aux normes européennes. Donc on a cette réalité-là. C'est-à-dire que moi je suis complètement convaincu qu'il y aura toujours des accords de libre-échange, mais dominés par des grandes puissances comme les États-Unis ou l'Union européenne qui essaieront d'imposer leurs conditions. Et évidemment, il faut se battre contre, il n'y a absolument aucun doute. Et ATTAC est engagé dans toutes ces campagnes-là. Le dernier en date, c'est le CETA, qui a déjà été signé, mais dont la ratification n'a pas encore eu lieu au Parlement français. Donc c'est ça le sens de la bagarre dans laquelle on est. Sur l'affaire de la dépolitisation, je pense qu'il y a deux niveaux de réflexion. Un premier niveau, mais qui n'est pas nouveau, c'est le fait que les élites ont toujours cherché à présenter leurs décisions comme étant des décisions naturelles, correspondant aux lois du marché, ou correspondant à des processus juridiques qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. C'est les procès qui sont faits aux Gilets jaunes. Donc c'est absolument pas la motivation des Gilets jaunes qui est en question, aucun problème. Mais c'est sur des soi-disant faits qu'on va les condamner lourdement à des peines d'intérêt général ou des peines de prison, comme ça a été dit à la première des tables rondes. Après, il y a un deuxième débat, alors qui n'est pas tout à fait le même, c'est de savoir si on est dans des sociétés plus dépolitisées qu'elles ne l'étaient. Et ça, je ne partage pas du tout ce point de vue. On peut y passer du temps, mais je pense que c'est une erreur de perspective. On est dans des sociétés qui sont beaucoup moins organisées qu'elles ne l'étaient. Il y a 30, 40 ou 50 ans, les taux de participation aux syndicats, aux partis politiques étaient le double, le triple, quadruple de ce qu'ils étaient aujourd'hui. Donc on avait des sociétés qui étaient organisées au sens où les membres de ces sociétés étaient bien plus organisés dans des structures traditionnelles politiques et syndicales. Le niveau de politisation, c'est autre chose. C'est ce à quoi s'intéressent les gens. Et c'est pas parce qu'on est adhérent à un syndicat qu'on est très politisé. Je veux dire, l'Allemagne le montre tous les jours, et des tas d'autres pays. Donc aujourd'hui, je ne crois pas du tout, en particulier dans la jeunesse, qu'il y ait une dépolitisation. Quand on prend tous les critères d'intérêt, de lecture, de documentation sur ces questions-là, on est plutôt dans une phase dans laquelle on a un degré d'activité sociale plus important qu'auparavant, ce qu'on voit dans les manifestations. Et surtout dans la jeunesse. On l'a bien vu sur le climat, mais pas que. Et donc je pense que voilà, mais c'est un débat un peu différent. Sur la dépolitisation, dans la table ronde tout à l'heure, il était simplement dit que le pouvoir dominant essaye de dépolitiser, mais que nous sommes, nous militants, et en particulier d'ailleurs la jeunesse par rapport à la question climatique, nous sommes politisés. Alors il y a une question quand même qui nous est posée là, que je vous pose pour terminer et pour faire le lien aussi avec la table ronde précédente. C'est la question de quelle place a la crise écologique aujourd'hui dans cette restructuration, de cette transformation de la mondialisation. Est-ce qu'elle a un rôle ou pas ? Quelle est votre analyse ? Elle est majeure en tant que crise, parce que c'est le plus grand danger pour l'humanité. C'est simple, c'est une menace stratégique. C'est plus important que la prolifération nucléaire, que le terrorisme ou que n'importe quoi. C'est vraiment le plus grand danger qui pèse sur l'humanité. C'est en même temps le plus grand facteur de mobilisation internationale. L'accord de Paris, quels que soient ses défauts, ses limites, a été l'une des rares manifestations de ce qu'on appelle la communauté internationale, parce que 193 États
quelles que soient leurs différences, se sont mis d'accord avec les ONG, avec les scientifiques, etc. Donc c'est vraiment le plus grave danger qui pèse sur l'humanité. Il y a un consensus global pour dire que c'est un danger stratégique majeur, pour dire que c'est dû à l'activité humaine. Malheureusement, il y a 2 personnes qui pensent pas ça. Ils sont présidents de la première et de la 7e puissance mondiale, ce qui est un peu embêtant. Oui, moi, à la fois, je partage complètement ce que tu viens de dire. Hein. C'est évidemment le danger majeur et le problème majeur, à la fois sur le climat et sur la biodiversité, hein, sur les 2 sujets. Je pense qu'en effet, il y a une prise de conscience qui touche maintenant nos sociétés. On le voit bien en Europe, hein, parce que ce qui a été expliqué tout à l'heure dans la 2e table ronde serait encore plus vrai si on était en Allemagne ou en Belgique, hein, qui sont en avance par rapport à nous sur les mobilisations climat. Donc on s'aperçoit qu'on est vraiment dans un phénomène européen, voire mondial, de mobilisation sur ces questions-là. Donc ça, c'est central. Et il faut bien se dire que ça va être structurant pour les décennies à venir. Hein. On est dans une question qui va être absolument dominante pour toutes les raisons que tu viens de rappeler. Bon. Après, est-ce que nos dirigeants commencent à penser de cette façon-là? J'en suis moins sûr. Alors évidemment, Bolsonaro et Trump, on est dans la caricature. Hein. Bon. Mais même nos dirigeants qui n'arrêtent pas de dire, le dernier converti étant Édouard Philippe, hein, son discours de politique générale il y a 3 jours, il nous a dit qu'enfin il avait compris. Tant mieux qu'ils le disent. Hein. Il vaut toujours mieux dire ça que l'inverse. Aucun problème. Enfin, on pense toujours en taux de croissance. Hein, et on voit bien que ce qui compte pour eux, le fait qu'ils soient obligés de le dire est important. Hein. Non. Ça veut dire qu'il y a un déclic qui est enclenché. Hein, mais ils ne s'intéressent qu'au taux de croissance. Hein, alors, on est malheureusement encore dans cette situation dans laquelle on voit bien que le programme écologique de Macron est bien en deçà de tout ce qui avait été, y compris fait par Hollande, qui était déjà pas brillant, sur toute une série de domaines, hein, que ce soit l'isolation thermique. Je ne veux pas rentrer là dans le catalogue que vous connaissez, hein, mais voilà, il y a cette question-là qui est toujours ouverte. Alors, juste pour conclure, il y a une question juste titre qui est de dire, mais les multinationales, dans vos discours, on ne les entend pas tellement, alors que ce sont probablement les acteurs dominants de la mondialisation. Ce sont même certainement les acteurs dominants de la mondialisation. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. C'est vrai qu'on parle beaucoup des dirigeants politiques, et les Trump, les Bolsonaro et autres, mais c'est clair que les vrais dirigeants, les vrais responsables sont les dirigeants des multinationales, et il y a une collusion presque parfaite entre ces acteurs-là et les dirigeants politiques. Donc ça fait partie de notre analyse. En tout cas, je crois que là-dessus, il y a un consensus. Nous avons une campagne d'attaque en ce moment avec d'autres organisations, d'ailleurs, hein, un certain nombre d'organisations, sur l'impunité des multinationales, qui principalement symbolisent justement cette question-là. Les multinationales sont vraiment les principaux responsables, et sur la question climatique en particulier. Voilà, et on va peut-être s'arrêter là. Merci de votre attention. Nous allons faire... Merci à nos 2 intervenants, Pascal Boniface, Christophe Aguiton. Voilà, malheureusement. Mais tu le poseras après. Non, mais parce qu'on a un problème de temps, mais vous pouvez discuter en aparté, je suis désolé. Hein. Et de toute façon, on continue la discussion. Hein. C'est ce que j'allais annoncer, c'est que là, on fait une petite interruption d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes, si vous voulez bien. On va recenser ce que vous avez mis là-bas au fond, là, toutes les remarques, analyses et tout. Et après, on réengage une petite discussion finale de synthèse avant de boire un coup ensemble. Voilà. Donc, rendez-vous d'ici un quart d'heure, si vous voulez bien.